il suffisait de toucher la télécommande, c'est tellement logique ces interfaces. C'est parti. Voilà, donc je vais vous parler de Reason ML, de React et de React Native. Parce que c'est des technologies que j'utilise tous les jours maintenant, depuis quelques temps. Donc présentation de moi très rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Le site Putain de Code, voilà. J'ai fait beaucoup de contributions à PostCSS à l'époque. Donc j'ai fait pas mal de plugins. Après j'ai fait CSS Next. Après j'ai fait Nomic, un autre truc que personne n'utilise. C'est comme Gatsby mais c'est différent, voilà. Ça c'est mon site parce que on s'en fout en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis un slide avec mon site, c'était juste pour dire que voilà je suis free et que du coup si vous avez besoin après de conseils ou d'audits ou trucs comme ça par rapport à ce que je parle évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Dans un précédent talk, vous avez parlé du coup de ReasonML, je sais pas qui a vu ce talk, parce qu'il est en ligne et tout, voilà. Ceux qui l'ont pas vu, ça peut avoir du sens après de le voir. Il est sur YouTube, il y a une chaîne React Toulouse, vous faites React Toulouse, ReasonML, blablabla. Ou sur Meetup, je pense qu'on met les liens aussi. Je suis sûr si vous cherchez, vous allez trouver. C'est une des principales qualités des développeurs. Donc j'avais présenté le JavaScript. Et ce qui était pas cool dans JavaScript, c'est ce genre de choses. C'est des trucs, une fois qu'on est habitué, on fait avec. Mais il y a des développeurs qui font des langages autres que JavaScript, on leur montre ça, ils font what, c'est chaud ton langage. Mais quand on est développeur JavaScript, c'est tout à fait normal, on s'y habitue et on fait des choses fantastiques avec parce que voilà, JavaScript c'est quand même bien cool. Du coup, j'avais abordé la problématique et qu'est-ce qu'on peut arranger avec ESLint, on peut faire des trucs, on peut vérifier des erreurs, vérifier qu'il y a du code mort, etc. Avec Flow et TypeScript, on peut aussi ajouter une couche de sécurité sur son code. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, ça reste mettre des rustines sur la roue avant d'aller rouler dans la forêt. Du coup, là, je vous place un thread que je vous inviterai à aller voir après quand vous êtes à la maison. Je ne vais pas le dérouler en entier. Mais qui est assez intéressant et qui explique la principale différence entre quelque chose comme qui va être fourni par des langages comme Rust, Haskell, OCaml ou ReasonML, parce que ReasonML c'est OCaml, je vais le rappeler juste après, ou alors la différence avec des langages comme TypeScript ou des surcouches comme Flow à JavaScript. La principale différence, ça vient dans le fait que dans les premiers langages, donc ce qu'on appelle les voilà, vous avez compris, on dit HMTS et après on a ISTS pour implicit subtyping, je sais pas quoi, mais c'est marqué dans le thread, vous avez tout. Et en fait, la plus grosse différence qu'il y a, pour essayer de résumer simplement, c'est que quand vous faites un langage qui est fortement typé, vous allez avoir en fait, vous n'allez pas avoir plusieurs cas possibles. Du coup, quand on a une résolution, on tombe sur un type ou rien. Et du coup, quand on fait, on va dire, un graphe avec les possibilités qui peuvent arriver au niveau du code, on a toujours qu'une branche. Après, il y a des choses au niveau du langage, comme par exemple les variants qui vont nous permettre à nous de nous faire différentes situations. Par exemple, moi, dans mon cas de figure, mon code, il veut pouvoir à cet endroit-là accepter une chaîne de caractères ou un entier ou un flottant. On va utiliser ce qu'on appelle des variants pour dire j'ai plusieurs types possibles à cet endroit-là. Alors que quand on a du JavaScript par exemple, on a en fait des endroits où, vu qu'on a un typage dynamique et des trucs qui sont assumés en fonction de l'état et de ce qu'on concatène, etc., vous avez plusieurs branches possibles. Du coup, quand on va faire une validation par exemple avec Flow ou TypeScript, c'est beaucoup plus compliqué à développer le truc parce que derrière, il y a plein de branches et dès qu'on a un endroit où on peut avoir une string et un int, du coup déjà on part sur deux branches et si après on a d'autres calculs à d'autres endroits qui refont des tests sur le fait qu'il y ait des int ou des strings à additionner, on a vite plein de branches, du coup ça fait des trucs beaucoup plus complexes. Et c'est pour cette raison que Reason, donc ReasonML, qui est un langage, on va dire je vais appeler ça un langage, même si en fait le langage dessous c'est OCaml, qui est un langage français, voilà, qui est quasiment aussi vu que JavaScript. C'est cool.
Par contre, voilà, au camel, c'est quand on a fait du C, du JavaScript, du PHP, voilà, c'est chaud, pour dire simple, c'est chaud, t'arrives pas à lire le truc. Du coup, Reason là-dessus, l'idée c'est de reprendre au camel, parce qu'au camel il est bien fait et tout, vu que c'est des français quand même, tout ça. Ils ont fait un truc qui est pluggable, et du coup on peut en fait jouer sur la syntaxe et modifier un peu la syntaxe du langage. Du coup, avec Reason, on a tous les bénéfices d'OCaml et d'un langage fortement typé, et on a du coup une syntaxe très proche de JavaScript. Je dis bien très proche parce qu'il y a carrément des petites lignes, on peut les faire en copier-coller, ça passe. Tout ce qu'il y a dans Reason, c'est donc la partie langage qui est OCaml. On a du coup une couche de syntaxe comme je viens de vous le dire. On a un compiler qui lui en fait s'appelle BuckleScript. Et qu'est-ce qu'il fait il prend ton OCaml et il le transforme en JavaScript. Et la partie qui est cool là-dedans, c'est qu'en plus, à la différence de ce que vous allez écrire à la main, quand vous utilisez les structures de données OCaml, vous allez avoir quelque chose qui va se compiler en JavaScript d'une manière plus intelligente, on va dire, que ce qu'on aurait pu faire, et du coup plus performante. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais dès qu'on va regarder ce qu'on peut faire sur les parcours de liste et de choses comme ça, on va avoir des trucs bien plus performants. Et ce qui est super cool aussi avec Reason, c'est qu'on a un écosystème et on a celui qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc on peut utiliser tout NPM, tout JavaScript, si on on utilise Reason pour le compiler vers du JavaScript. Et ça c'est cool. Tout ce que vous allez avoir à faire après, en fait, c'est de devoir soit utiliser des bindings existants, donc un pont qui dit en Reason, telle fonction JavaScript, elle fait ça, elle prend ça, elle fait ça. Qui a fait du Flow, du TypeScript ici? Voilà, donc vous avez déjà écrit des bindings pour dire voilà, cette fonction JS fait ça, etc. Bon, si vous ne l'avez pas fait, en gros, c'est juste vous faites des petits bouts de code pour décrire ce que fait dans le langage source, ce que fait le JavaScript attendu. Et du coup, du fait qu'on peut faire ça, c'est cool parce qu'on peut déclarer en BuckleScript, c'est assez pratique. On peut déclarer en inline. Si on veut juste appeler, je sais pas moi, un moment par exemple, on va appeler une fonction de moment. On peut faire comme ça en une ligne, dire ça c'est telle fonction, elle prend tel paramètre, tel machin, et puis hop, tu l'appelles. Et du coup, on a accès à tout ce qu'il y a sur NPM. Donc ça, c'est méga cool. Donc le schéma, il est simple. C'est Reason, en fait, la partie syntaxe, elle est inclue dans BuckleScript. Donc quand vous allez vous installez BuckleScript, et du coup, ça vous permet de compiler du JS assez cool. Ce qui est marrant, c'est que le monde il est petit dans tout ça parce que le mec qui a créé React, qui s'appelle Jordan Walk, il a écrit le premier prototype de React en fait dans un langage très proche de OCaml qui s'appelle du SML. La partie ML derrière nous montre que c'est similaire. Et c'est ce même être humain qui a créé ReasonML en partie et qui travaille activement dessus, qui est toujours chez Facebook. Et du coup, c'est cool parce qu'on a un petit écosystème qui nous montre qu'on est dans un endroit plutôt cohérent. Et dernièrement, du coup, récemment, on a des bindings pour React qui ont été en plus refaits avec un petit détail bonus que je parle juste après. Donc c'est Reason React. Et en gros, voilà, vous avez déjà un petit composant écrit ici. D'ailleurs, il faudrait qu'ils mettent leur exemple à jour parce que maintenant, c'est encore plus court. D'ailleurs, je ferai la petite paire qui va bien en rentrant. Et ça, c'est cool parce qu'en gros, vous pouvez faire du coup du React fortement typé. Et donc, vous allez avoir pas de undefined is not function pendant que vous faites un truc. Et quand on fait du React Native, parce que là, j'arrive sur du React Native, ça va nous éviter éventuellement, donc voilà, React Native, ça va nous éviter ce genre de petit écran où on a un truc qui nous pète à la gueule. Donc là, j'ai pris quelque chose de simple, c'est un style qu'on a mis, tu t'es trompé sur ton style. Et tu es obligé d'attendre que ça s'exécute pour que te rendre compte de ton erreur. Et ça, on a ça souvent en JavaScript, on fait du live reload ou quoi, c'est cool. Mais il y a des moments, on a toujours des cas à refaire et puis on ne pense pas à tester tous les cas possibles et imaginables. Et du coup, l'intérêt d'avoir une partie fortement typée, c'est qu'on va avoir des vérifications qui sont faites avant même qu'on puisse exécuter le code et qu'on puisse finir de le compiler. C'est-à-dire qu'en gros, si le code ne compile pas, si on a fait une erreur et que le compilateur il dit non, tu ne passes pas, on ne peut même pas s'amuser à essayer le code.
Du coup, pour utiliser React Native avec tout l'écosystème ReasonML, on avait BS React Native. BS, en fait, vous allez retrouver ça souvent dans l'écosystème Reason, c'est pour Buckle Script. C'est juste qu'en fait, vous allez avoir une couche de bindings pure qui va dire ok, bah, c'est du mapping JS vers Reason. Et donc, vous avez plein de BS quelque chose qui va exister, toutes les grosses librairies. Je suis sûr qu'il y a un BS Moment, ce genre de choses. On va retrouver tout ça. Il y a même un petit site qui s'appelle Redex où vous pouvez faire, en gros, c'est comme la recherche NPM, mais que avec des trucs qui ont été, on va dire, curated. Je sais pas comment dire en français, sélectionnés ou bref. Et du coup, il y a des petits badges qui disent ce paquet-là, il est maintenu, celui-là, il est négligé, etc. Et c'est cool à l'utilisation. Le problème qu'on a un petit peu avec BS React Native, au début on fait ouais c'est cool et tout, puis il y a des moments où on fait ouais mais là on fait des trucs un peu verbeux. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que l'idée c'est que je suis arrivé, j'ai pris du plaisir à utiliser ça, j'ai eu diverses émotions comme vous pouvez voir sur ces petits emojis. Et il y a un moment je me suis dit, faudrait quand même, il y a moyen d'améliorer la situation. Et j'étais pas tout seul heureusement. Et en fait après 4 mois de travail assez intensif dessus, on a réussi à sortir un truc, on était principalement 3 et on a pris un peu les avis de la communauté pour arriver au même niveau que ce qu'avait fait Reason React dans, on va dire, dans l'écosystème Reason. Et du coup on s'est vraiment assez pris la tête pour essayer de rendre le truc plus accessible et plus intuitif et surtout plus proche de ce qu'est React Native. Parce que dans BS React Native, au final, ce qu'ils avaient essayé de faire, c'est de rajouter une couche on va dire plus intelligente que ce qu'était React Native à la base. Et il y a un moment du coup c'était un peu over engineering et du coup c'était trop compliqué, on était obligé de faire des trucs un peu chelous, du coup c'était relou. Et là on a fait un truc vraiment plus bas niveau, plus simple et on a dit aux gens bah, si vous voulez faire un truc plus réfléchi, plus travaillé par-dessus React Native, bah, vous pouvez partir de ce qu'on a fait là qui est le plus bas niveau possible. Et du coup, vous pouvez faire par-dessus votre petite couche d'intelligence en plus. Donc ça, c'est fait. Et c'est sorti hier. Donc c'est cool. Ça peut être déjà utilisé en production. Je sais qu'il y a déjà des entreprises qui l'utilisaient parce que avant qu'on le release, on l'a déjà utilisé à différents endroits. Et ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez même aller l'utiliser pour faire un site web. Et par exemple, la documentation du site, je l'ai faite avec ça. Donc c'est un site fait avec React Native, parce que j'ai utilisé React Native Web. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui connaît React Native Web? Donc ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est on reprend l'API React Native et on la copie sur le web. Du coup, en fait, si on écrit, on va dire, on peut partager facilement 90% d'une codebase. Après, si vous avez accès à la caméra, ce genre de choses, ça va être plus touchy. Mais voilà, pour tout ce qui est purement interface, vous allez pouvoir vraiment partager beaucoup de choses entre un site web, une appli, et je pense notamment à des applis du style, je sais pas moi, Airbnb ou Blablacar, où il y a des gens, ils n'ont pas trop forcément l'appli mobile parce qu'ils n'utilisent pas le truc souvent, et en même temps, ils veulent que leur appli mobile soit soignée, et en même temps, ils veulent que leur site web il soit soigné, et du coup, ça permet un partage de code comme ça sur ce genre de projet, c'est assez cool. Voilà, tout ça pour dire que on peut l'utiliser un peu pour tout et n'importe quoi. Donc du coup, l'idée c'est, vous savez utiliser React Native. Idéalement, le mieux c'est quand même de savoir un peu ce qu'est React Native avant de se jeter sur Reason React Native. Et vous avez toute la sécurité que vous apporte la toolchain de ReasonML et des langages fortement typés autour de ça. Donc pour faire un petit schéma, vous êtes en haut à gauche. Vous n'avez pas forcément les cheveux blonds et longs. Vous allez écrire du Reason. Il va être compilé par Buckle Script vers du JavaScript assez brut, assez bas niveau. Et ce JavaScript, il va être consommé par le bundler normal de React Native. Donc là, il n'y a pas de magie. Vous avez juste votre petite couche où vous générez du JavaScript. Ce JavaScript, il est tout à fait normal. Il est lisible par des humains. Et maintenant, ce n'était pas le cas avant, mais maintenant, depuis les derniers bindings React Native, si on passait un petit prettier ou un truc comme ça, qui retransforme les appels de fonctions JSX, on aurait vraiment un truc qui ressemble à du React tout à fait normal, quoi. Avec les hooks et tout ça, c'est assez marrant à voir. Et du coup, à la fin, ce qui se passe, c'est que vous avez une appli React Native qui a été un petit peu validée par un langage fortement typé, donc vous avez forcément une application qui est plus safe à utiliser, quoi.
Parce que typiquement, l'écran qu'on avait tout à l'heure, qui nous disait voilà, tu t'es trompé à tel endroit, et ben en fait, on va pas l'avoir à cet endroit-là, on va l'avoir bien avant. Et par exemple, là, je vous ai mis un exemple de feuille de style avec React Native. Directement, là, c'est VS Code. Vous pouvez avoir le même genre de choses avec différents éditeurs. Vous trouverez tout sur le site. J'ai essayé de faire une doc à peu près cool. Et du coup, vous avez, avec le bon éditeur de plugin qui va bien, vous allez pouvoir directement l'éditeur qui va dire bah non, là, tu m'as mis une string, mais moi, j'attends pas une string. Et en fait, vous n'avez rien à lancer de plus que ce que fait React Native normalement, parce que vous allez démarrer votre appli soit avec Xcode, soit avec React Native Start iOS ou Android Studio. Vous laissez le toolchain de React normal. Vous utilisez, une fois que vous avez installé 2 plugins, quand vous faites commande S, instantanément, en plus c'est très très rapide, hein, ça change quand on utilise Webpack et tout, c'est genre instantané quoi, genre c'est des millisecondes et tout. Et du coup ça compile le JS. Donc voilà, on a un truc assez cool et qui va nous péter à la gueule avant en fait. Et du coup, quand vous faites des mises à jour ou vous faites des trucs comme ça, vous allez pouvoir avoir déjà des warnings, des choses comme ça qui vont dire attention, là c'est pas bien, là t'as fait un truc pas cool, etc. Ça c'est cool. L'autre truc assez cool avec cette nouvelle version des bindings React Native, c'est qu'on a un coût additionnel de 0. C'est-à-dire qu'avant, avec ce qui avait été fait avec React Native, avec Reason React, on avait une petite surcouche par-dessus, donc ça ajoutait pas beaucoup de code JavaScript, qui n'était pas là normalement si on faisait du React à la main, mais du coup c'était quand même du JavaScript qui était en plus. Avec BS React Native, c'était Mamma Mia encore plus vrai. Je vais vous montrer un exemple, par exemple ici. Nous allons avoir un petit aperçu de ce que donnait un fichier qui est en fait juste un binding qui ne fait qu'appeler du JavaScript qui existe déjà et qui en fait n'ajoute aucune valeur puisque toute la valeur est dans les types, est avant la compilation et plutôt dans l'analyse statique que dans cette couche-là qui était un peu là parce qu'on ne savait pas trop faire autrement à l'époque. Pour revenir là et comparer avec ce que nous avons aujourd'hui, on me dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas beaucoup de code. Voilà, donc là vous avez un import et en fait si je vais chercher l'import derrière, c'est un import qui fait pareil et qui dit que c'est pas un module pur et qu'il est vide. Donc ça c'est plutôt cool parce que si vous avez forcément un bundler après avec React, vous avez Metro. Si vous faites du web, vous avez Webpack. Et ça, les imports de fichiers vides, on va être assez facile pour se dire ok, ça sert à rien, je le dégage et je mets un define à la place. Voilà, si j'en prends un autre, par exemple l'API pour les styles, elle voulait trop en faire et du coup on avait une surcouche de petites fonctions, hein, c'est toujours des petites fonctions qui font que dire ouais ça c'est là, c'est du code très très simple mais c'est du code qui est là et qui mine de rien ajoute une petite couche et aujourd'hui dans la nouvelle version des bindings on a ça parce qu'on a 2-3 trucs pour convertir un pourcentage, convertir des degrés et des radians. On n'a pas trouvé mieux pour le moment. Et par exemple, on avait avant, si vous avez fait du React Native, il y a des moments où vous faites du if iOS ou if Android. Et du coup, il y avait une conversion du module qui avait été faite et qui ajoutait donc ce bout de code. Et ce qui était super pas cool avec ce bout de code, c'est que le bundler Metro, quand on lui dit tu compiles pour iOS ou tu compiles pour Android, il était capable de dire ok, là il y a un if iOS, donc je vais virer la partie qui est dans le else et inversement. Et ça, du coup, on perdait en fait cette petite optimisation. Et aujourd'hui, on a un module qui littéralement dit en fait, je suis un module vide. J'ai mis un commentaire manière parce que derrière, il y a quand même un require qui peut péter, histoire de ne pas péter tout ça. Et si on va voir par exemple la définition de tout ce qu'on a codé, il y a beaucoup de fichiers qui sont comme ça, il y en a énormément. Dans Reason React, c'est pareil. Il y a beaucoup de fichiers du coup qui vont être vides et qui sont juste là pour pas que ça pète à la compile JS. Et ça, c'est quand même ultra cool. Du coup, on n'a pas vraiment de coût additionnel, donc on peut même pas se dire ouais non, moi Reason, je vais pas l'utiliser parce que j'ai peur qu'il y ait une surcouche. Il n'y a pas de surcouche là au final. Quand on compile le code, il va directement taper dans les requires normales de React Native et tout va bien. Donc si jamais vous avez envie d'installer, vous avez
que ces petites commandes-là à faire. Donc j'ai mis un Run iOS à la fin. Si vous n'avez pas un Mac, faites plutôt Run Android, ça sera mieux. Ça nécessite quand même d'aller jeter un coup d'œil à la doc React Native pour ceux qui n'y ont jamais touché. Parce que il faut quand même installer une ou deux bricoles, éventuellement Android Studio. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à Expo qui pour le coup nécessite rien du tout. Qui connaît Expo ici? Bon voilà, vous connaissez tous. Je ne vais pas expliquer ce que c'est. Mais s'il y en a un ou deux qui n'ont pas levé la main, Expo c'est tu fais du dev React Native et en fait tu as juste besoin d'un iPhone ou d'un Android et d'un PC, d'un browser en fait. C'est tout ce que tu as besoin en vrai. Parce que, et pour l'explication, il y a beaucoup de libres qui sont inclus dans le client Expo et le client Expo vous pouvez le télécharger sur l'App Store ou le Play Store et du coup le code il marche avec un scan, vous faites un scan d'une photo et vous avez une appli qui marche, c'est assez cool. Une petite particularité, parce qu'on a l'idée quand même de ces bindings, c'était vraiment de faire un truc très très proche de ce qu'on avait déjà avec React Native et pas de rajouter une couche de complexité, ce qui avait été fait avec les bindings précédents. Du coup, on a réfléchi, ouais, quel numéro de version on sort et tout, est-ce qu'on fait 0.1 et tout, et puis j'ai une idée fantastique qui est de dire, mais en fait, on va coller les numéros de version de React Native. Du coup, si par exemple vous utilisez React Native 0.60, j'ai sorti le truc en 0.60 parce que le 0.60 est en RC, donc elle va pas tarder à sortir. Et du coup, si vous utilisez React Native 0.60, bah, vous n'allez pas réfléchir, vous allez prendre le binding en 0.60 quelque chose. On va dire que les petites étoiles à la fin, c'est les fixes, sachant que les fixes, en théorie, ça ne change pas les API publiques. Bah, s'il y a un bug fixe dans React Native, on s'en fout au niveau du binding, ça va rien nous changer. Et inversement, s'il y a un truc qu'on a mal bindé et qu'on veut fixer, bah, ça va rien changer à l'implémentation React Native. Donc je me suis dit voilà, on se colle sur le 0x et la partie pour les patchs, on va se la garder. Mais voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée déjà? Parce que j'ai pas eu trop de retours là-dessus. Moi je pense que c'est pas mal. J'étais assez content de cette idée. Donc là, Showtime. Oui, je vais vous faire une petite démo du coup. C'est rigolo. Je peux faire échappe. Voilà, c'est là où ça plante. Exactement, merci. Non, parce qu'en fait, j'ai déjà tout démarré. Donc, il y a le bundler, j'ai l'appli. Et là, j'ai mon truc. Donc là, c'est cool. Je vais vous montrer en vrai, par exemple. Voilà. Donc, globalement, est-ce que vous voyez bien l'écran ou je voulais que je grossisse? Je pense que vous voyez. Allez, je grossis un petit coup. Je vais enlever la toolbar. Donc, dès qu'il y avait des enums, alors déjà, tout ce qui est nombre, on est parti sur des flottants. Parce que en fait, il y a très très peu d'int dans React Native, des vrais int, c'est juste pour z-index. Je crois que c'est le seul endroit où on a un int dans la codebase. Dès qu'on est sur des font size, des pixels et tout, on est parti sur des floats parce que voilà, ça a plus de cohérence dans ce qu'on en fait. Derrière, dès qu'on a des strings de type enum, on est parti sur des polymorphic variants. Ça fait un mot super peur, mais en gros, c'est genre des. Ouais, vous voyez vraiment un enum quand vous voyez une petite code comme ça avec un truc derrière, vous pouvez se dire c'est un enum. Et vous pouvez même faire des enums, vous pouvez passer des paramètres, mais voilà, je ne rentre pas dans le détail pour vous embrouiller. Si vous avez déjà vu des feuilles de style React Native, ça ne doit pas trop vous changer de ce qu'on fait. Là, vous allez voir qu'on appelle une fonction, donc en fait, j'aurais pu mettre viewStyle parce que je ne sais pas si vous le savez forcément tous. Il y a une différence entre les styles qui sont appliqués sur les vues en React Native où on ne peut pas mettre par exemple font size, on ne peut pas mettre color sur les vues. On peut mettre ça sur les composants texte, on peut mettre color, etc. Pareil, les images, il y a quelques propriétés de style différentes. Donc là, j'ai mis style parce qu'on a voulu faire un truc simple comme React Native où il y a la fonction style où on peut mettre n'importe quoi. Et après, éventuellement, vous pouvez remplacer par viewStyle. Et viewStyle, du coup, si vous passez un color, il va vous dire non, tu peux pas passer un color parce que c'est une vue et tu peux pas faire ça. Et d'ailleurs, en fait, je peux le faire parce qu'on est. Non, pas caps lock quand même, je suis pas en train de crier. Voilà, on va aller là et là, du coup tout va bien sauf la typo parce qu'il y a une typo. Vous voyez que la compilation, j'ai rien à faire, je sauvegarde même pas, c'est plutôt cool. Et là, je vais passer une couleur et je vais mettre red et je vais mettre ma virgule. Et là, il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas passer. Alors, je vais essayer de lire parce que des fois, faut lire. Là, il vous dit, c'est un peu. Faut arriver à décoder, mais là il vous dit voilà, ça c'est tous les arguments que tu peux voir dans la fonction, donc là je peux scroller longtemps. C'est tous les arguments
et tu m'en as passé un qui s'appelle couleur, c'est marqué tout en bas, et celui-là il me dit rien du tout. À l'inverse, si je fais text style, ben là ça passe parce que là il me dit c'est bon, ça passe. Par contre après, à un moment on peut pas faire trop de la magie. Si vous utilisez un text style sur une view, là au runtime c'est à vous, vous allez retrouver les écrans rouges qu'on essaie d'éviter au max, mais on n'a pas voulu de faire trop de magie parce qu'à faire trop de magie, on n'est pas forcément bien. Du coup là, si par exemple je me dis tiens, je veux aligner à gauche, voilà. Directement ça me dit voilà, c'est le petit screenshot que je vous ai mis tout à l'heure. Oh là là, qu'est-ce que tu me fais? Moi je veux baseline, je veux center, je veux flex machin, mais sinon là tu es en train de me parler d'un truc, je ne comprends pas, je suis désolé. Et du coup là si je compile en fait il se passe rien, j'ai mis l'auto-reload à droite, mais là il va rien se passer parce que forcément si mon JavaScript n'est pas, mon Reason il compile pas, j'ai pas le JavaScript qui est modifié, du coup React Native derrière il voit pas de nouveau. Ce que je pourrais faire par exemple ici, c'est mettre 40. Et là, je pense que si j'enregistre à droite, ça va peut-être, je sais pas, parce que le démon ici est parti en veille. Je vais faire un refresh à la main. Non, il est pas bien là. Voilà, si, ok. Est-ce que j'ai mis le live reload? Non, il y est. Ok, c'est cool. On va retester là maintenant qu'il s'est réveillé. On va mettre 60. Voilà, comme d'habitude, le live reload, j'adore, ça marche très très bien. Du coup, il faut faire un truc à la main. À moins que je ne sois pas du tout en train de modifier le bon fichier. Ça c'est juste pour voir le fameux 600. Voilà, donc là je pense que je fais quelque chose qui ne va pas. C'est l'effet démo qu'on attendait tous. Le moment où tu es en gros malaise et tu te dis mince, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas. J'ai pas d'erreur en plus. Ce que je peux faire éventuellement c'est ça. Voilà, on va revenir ici. C'est bien. Alors, le petit détail, parce que là il va repartir ou pas. Non, il a pas envie. On va éventuellement killer l'app. L'effet démo. Voilà, là ça pète, au moins c'est cool. Bon, sinon je vais ouvrir Xcode et puis ça va bien se passer, mais. Voilà, très bien. Nous sommes sur du 60 et nous passons sur du 600, donc tout va bien. La démo reprend son cours. Ça c'est cool. Du coup là, là jusque là vous pouvez tout modifier. Je ne vais pas vous faire une démo du live reload. À part ça, c'est pas très ouf. Ce que vous pouvez voir par exemple, c'est qu'il y a des moments, si on est sur du web, moi je vais pas vous le mettre parce que on a voulu en fait, par exemple, moi j'utilise beaucoup React Native Web et les bindings étaient super stricts, c'est bien, mais il y a des moments où React Native Web il fait bon, moi il y a des styles que j'accepte parce que c'est sur le web, genre position sticky. Dans React Native ça n'existe pas. En React Native tu as position relative ou rien. Non, si tu as position absolue, très utile. Mais du coup, tu te dis voilà, moi sur le web, pour faire un sticky, en fait en React Native, on a des techniques avec une scroll view et une animated value qui suit. On va avoir exactement le même effet. Donc en fait, on n'a pas besoin de position sticky. Sauf que si on exécute le même code sur le web ça va faire un truc décalé parce qu'on ne peut pas avoir du 60 fps. C'est moche. Du coup, on va préférer utiliser position sticky. Et dans un cas comme ça, Unsafe, on a utilisé un truc qui s'appelle Unsafe Hide Style. Et par exemple, on peut lui passer du JS comme un gros cochon là. Parce qu'en Reason, ce qui est très bien en Reason, c'est qu'à n'importe quel moment, quand vous compilez avec BuckleScript, vous pouvez dire là j'ai une string et ça c'est du JS et tu vas me le compiler tel quel. Donc c'est assez pratique au début, on va dire, quand on démarre avec Reason. Il y a des moments où on dit oh là je sais pas trop comment faire. Vous utilisez BSRow pour dire ça c'est du code brut et ça va vous sortir une épine du pied. Par exemple, pour appeler une lib, si vous n'avez pas envie de vous embêter en fait à faire le bindings et que vous vous dites ok j'ai un snippet, là j'ai vraiment envie de le copier-coller et qu'il marche, vous dites juste, vous appelez votre snippet et vous dites j'arrive directement à récupérer ça. Position, et là bon ça va pas marcher mais en fait si vous savez ce que vous faites, là on a permis, on a préfixé par unsafe pour dire voilà, là tu sors de ta zone de confort et si tu fais de la crotte c'est ton problème. Mais du coup là si je sauvegarde forcément ça pète là, mais si vous êtes sur le web,
Vous pouvez utiliser conditionnellement ce type d'ajout de style. Ça, c'est à vous de voir. C'est le dernier truc cool. Après, il y a un truc que je voulais vous dire en démo qui peut vous dérouter. C'est l'unité qu'on a choisi d'utiliser. C'est le DP. Alors vous allez me dire pourquoi. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on aurait pu choisir le DP comme unité pour les pixels? Oui. C'est pas parce que c'est dans les bases d'être responsive, d'avoir toujours le même. Alors en fait, c'est plus simple que ça encore. Et ça, vous le savez déjà parce que par exemple, si vous faites du CSS, vous savez qu'on utilise l'unité PX, mais ça fait un petit moment que l'unité PX, c'est plus des pixels physiques, c'est des pixels logiques. Sauf qu'on n'appelle pas ça des pixels logiques. En informatique, j'ai cherché. Pourquoi? Parce qu'en fait, BS, le précédent projet avait utilisé les PT. Parce qu'un point, il s'est dit ouais, c'est pas mal, c'est pas des pixels. Parce qu'on voulait pas dire que c'était des pixels. C'était des points, mais en fait, c'est pas du tout des points. Parce que les points, c'est pour les polices d'écriture. Donc on a choisi DP qui est une vraie unité qui veut dire Density Independent Pixel. Donc en fait, c'est voilà, pixel logique, quoi. On pourrait le traduire en français comme ça. Qui dit que c'est un pixel indépendant de la densité de l'écran, parce que dès qu'on est avec des iPhones maintenant ou des Android pas trop mal, on n'a plus des écrans à 1x quoi, où vous voyez le truc crispy. Et du coup on s'est dit que c'était la meilleure unité à prendre parce qu'on avait pété quasiment jusqu'à la fin, jusqu'avant la release, on avait laissé péter par habitude. Et à un moment on s'est dit attends mais en fait moi j'ai ouvert une issue, je dis est-ce qu'on mettrait pas PX parce que c'est mieux. Et en fait, on s'est dit, ouais, mais quand même, c'est pas des PX. Donc ça va paraître bizarre à tout le monde au début, mais après, on s'est dit, mais en fait, c'est pas des PX. Donc, voilà pour la petite explication. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez voir? Vous avez peut-être une question là pendant la live démo ou je sais de continuer s'il me reste des slides, je sais pas trop. Bon, allez, on va continuer. Alors, ça doit être là. Non. Je sais pas où ils sont mes slides. Voilà, ok. Ok, donc la démo est terminée. J'ai fait un super truc que j'ai fait hier soir. C'est une cheat sheet. Donc en fait on va cliquer dessus parce que elle va être assez cool quand même. Non, c'est pas comme ça que je vais faire. Yes, j'ai mis un lien. Fantastique. Go to page. Et en fait, je vais vous agrossir ça, c'est fantastique. Hop là. Ici, donc déjà, ce qui est très très cool à savoir, c'est que vous avez deux cheat sheets qui sont bien. C'est celle de ReasonML, où vous avez plein de petits exemples et même à la comparaison avec JavaScript. Donc ça peut vous aider de vous dire, ok, en JavaScript c'est ça, en Reason c'est ça. Donc jetez-y un œil, c'est assez rapide, hein. Globalement on se dit ah tiens il y a plein de faux, il y a marqué same parce que c'est exactement la même chose, c'est cool quand même, c'est le but un petit peu de Reason. Vous avez des petites différences qui sont en général pas très violentes. Donc vous avez celle-ci, vous avez celle de BuckleScript aussi qui est important, où là le premier exemple que vous avez c'est comment faire du JavaScript brut en plein milieu de mon fichier fortement typé. C'est cool. Je fais une petite note sur l'Unicode qui n'est pas supporté par OCaml parce qu'apparemment c'est assez compliqué, je sais pas trop pourquoi, mais du coup il y a une petite astuce en BuckleScript pour pouvoir mettre des emojis dans votre JavaScript, etc. La première fois, si vous faites juste une string avec un emoji ou un accent un peu chelou, vous allez avoir un truc complètement bizarre dans le navigateur. Donc il faut juste vous rappeler de faire accolade jpipe quelque chose. Vous avez tout ça ici, c'est cool, on vous dit même en 2.2 comment faire un binding. Voilà, vous avez des petites différences. Et il y a beaucoup de gens qui trouvaient que c'était très cool. J'ai entendu pas mal de gens dans les confs dire ouais c'est bien ça et tout. Je me suis dit tiens on va faire la même chose. Donc là on a mis, j'ai mis, c'est moi qui ai écrit ça. On a mis par exemple un hello world en JSX pas vérifié. Et là vous avez quand vous faites du Reason React. Jusque là c'est que du Reason React, c'est pas spécifique à React Native. Faut mettre des quotes, il faut dire que c'est une string React, donc une string dans le JSX. Je vais pas vous lire tous les exemples, mais on vous a mis des exemples. Là, si vous mettez 42 int, vous avez des appels de fonction à faire pour dire c'est un int, mais je veux le transformer en string parce que ça pourrait faire n'importe quoi. Vous avez la même avec les flottants. J'ai mis un petit exemple avec une boucle. J'ai mis un petit exemple avec du JSX conditionnel parce qu'il faut savoir comment on fait quand même. J'ai mis un petit exemple avec un appel de fonction sur quelque chose qui est peut-être là, mais peut-être pas. Il y a le type option. Il y a un article qui va sortir sur putain de code sur le type option qui va être cool.
Je vous invite à surveiller le petit compte Twitter quand il va sortir. Et voilà, et derrière, pareil, j'ai mis un petit exemple sur la différence entre une feuille de style en React Native et en Reason React Native, où vous allez retrouver les unités, etc. Et vous avez aussi quelque chose qui n'était pas très pratique avec les précédents bindings, c'était on va dire la façon de pouvoir concaténer des styles en React Native qui sont très simples en JavaScript. On a un tableau, on passe deux références de style et c'est bon. C'était pas super simple de faire un truc assez safe en Reason React parce que en JS, en fait, si vous pouvez mettre du conditionnel avec ceci est une string. Donc là, j'ai mis un exemple simple où on a juste un tableau. Donc, faut utiliser la fonction array qui vient du module style. Quand vous voyez cette petite syntaxe là, le point parenthèse, c'est une ouverture de module local. Du coup, en fait, la fonction c'est style.array. Mais là, du coup, dès que vous faites un style.parenthèse ou une accolade, ça marche aussi. Tout ce qui est dedans, vous pouvez accéder à tout ce qu'il y a dans le style. Et ça a du sens, par exemple, je vous le montre juste là, quand on fait ceci, parce qu'ici, en fait, par exemple, viewStyle, c'est une fonction qui est dans le module de style, et textStyle aussi, et des fois, vous avez des fonctions comme le rotate ou les unités du genre dp, en fait, c'est style.dp, mais du coup, si vous avez une ouverture locale, c'est cool. Et du coup, on a les styles optionnels, en JS, c'est assez simple, du coup, React Native, il accepte en fait un booléen. Et si vous voulez un booléen true false, si vous voulez un booléen à false, il balaye. Mais en Reason, on ne peut pas vraiment se permettre d'accepter n'importe quoi parce que le langage ne le permet pas. Du coup, on a utilisé les types options qui sont faits pour ça. Et vu que les types options, il faut le savoir, ils sont convertis en BuckleScript avec undefined en JavaScript. En fait, derrière, c'est du JavaScript tout à fait normal et React Native, il est tout à fait content d'avoir ce petit truc-là. Et vous avez aussi un petit Hello World, c'est cool, voilà. Et est-ce qu'il y en avait qui avaient déjà fait du Reason avec React Native et du BS React Native? Personne, donc cette page, vous en foutez. C'est très bien. Est-ce que vous avez... Je vais faire play juste pour le dernier slide. Des questions? Allez-y. Ouais. Alors, moi je connais pas du tout Reason, donc c'est peut-être une question bête. Il n'y a pas de question bête. Sur Reason React Native, si je veux faire un import de la map Airbnb, comment je fais? J'importe le truc pas typé du tout ou il faut que je fasse un binding? Tu es obligé de faire un binding. Okay. Donc les bindings, justement, dans la partie BuckleScript, il y a des exemples. Après, si je dis pas de bêtises, il y a BS React Native Maps pour utiliser React Native Maps. Donc les grosses libs elles sont bindées. Il y a un truc qu'on va faire pour Reason React Native parce qu'ils sont en train d'alléger le corps de React Native et de virer plein de modules, genre la WebView, NetInfo. Ils sont en train de virer plein de modules parce qu'ils veulent pouvoir avoir un corps plus petit, plus light. Nous on va faire des bindings officiels, on va essayer d'y aller parce qu'en fait tous on l'utilise. Mais des fois par flemme on fait un petit bout de binding à droite, un petit bout de binding à gauche parce que le langage te permet de faire un petit truc inline juste pour l'appel que tu vas faire et ça c'est cool. Et du coup dans la pratique il y a plein de bindings qui sont fragmentés dans tout l'écosystème Reason. Mais on va essayer de regrouper ça pour avoir un truc accessible et faire des petits packages par binding. Mais du coup on peut utiliser les bindings déjà faits sur VS machin. Voilà, tu fais un npm install parce que c'est sur npm, tu fais un npm install. Tu as un fichier bsconfig où tu dis tel paquet, tu l'ajoutes dans Reason et pouf, tu peux faire un import exactement en fait comme ça. Ça c'est un binding en fait. Le truc Reason React Native, c'est un gros binding de React, rien de plus. Okay. C'est censé être pas compliqué. C'est l'idée. Par rapport à React Native Web, ouais. Ça se place à quel moment dans la chaîne? Du coup, c'est une fois qu'on a déjà le JS et du coup, c'est on dit T'as rien de particulier parce que en fait, tu fais ton Reason qui se compile dans du JS. Du coup, React Native Web, soit en fait tu fais que du web avec et tu peux l'appeler directement les imports React Native Web. Dans ce cas-là, le binding il va pas marcher parce que lui il fait des imports React Native. Sinon, tu as la solution classique dans la doc React Native Web. Tu as tous les moyens selon le bundler que tu utilises. Tu utilises Webpack, tu fais un alias Webpack parce que là, on ne peut pas faire différemment. Tu pourrais éventuellement faire un symlink, en fait, ça marche pas.
Non, je crois que je suis pas sûr qu'il marche. S'il y a un mapping, il y a un coup d'un mapping, mais peut-être il marche. Et sinon, en Node, parce que par exemple le site là que j'ai fait de la doc, il est fait avec Reason React Native. Du coup, il y a la couche web. Et j'avais pas du tout envie d'utiliser Webpack parce que quand je peux alléger ma vie, je le fais. Et du coup, j'ai fait du code React qui tourne en Node direct. Et du coup, j'ai fait un alias avec Node. J'ai rajouté dans la doc de React Native Web. Il y a des modules pour faire des alias à la Webpack en fait, en Node au runtime. Et du coup, en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui posent cette question. Donc là, encore ce matin, il y a un mec qui a dit comment on fait. Donc je vais l'ajouter dans la doc parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se posent la question. Mais en fait, il n'y a rien à faire spécial. Et ça, c'est cool. En fait, quand on le sait. Ouais. Donc en parlant de binding, j'ai essayé avec React Navigation. C'est un peu compliqué, donc je ne sais pas si ça va évoluer dans le sens où on pourra directement utiliser plus facilement React Navigation. Ou il faut encore travailler avec JavaScript pour la navigation. C'est justement un sujet, donc l'utilisation de React Navigation, c'est un sujet qu'on a parlé aussi. On va dire, la personne qui a commencé à refaire les bindings React, avant que moi je me dise dans mon coin, parce que je contribuais au vieux binding, lui il avait commencé à faire les nouveaux bindings avec la nouvelle version de React, Reason React qui allait sortir et tout, moi j'étais même pas au courant que ça existait. Après on a joint nos forces et lui il a continué à travailler dans son coin sur des nouveaux bindings React Native. Et vu qu'ils sont à coût zéro en fait, là en fait on a la possibilité de faire un truc moins pénible que ce qu'il y a eu. Tu avais utilisé quoi, BS React Navigation? Après j'ai essayé de regarder si ça pouvait se faire même pas pour faire quelques bindings. Voilà, bon voilà, donc après je suis disponible sur le JavaScript. Je comprends, il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais du coup en fait là il y a un binding, on va dire un working progress qui devrait pas être trop compliqué à faire, mais qui du coup devrait permettre de faire d'utiliser React Navigation sans se prendre la tête et normal. En parlant d'ailleurs de tout ce qui est contribution, tout ça, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à s'intégrer. Donc j'ai vu Ubisoft par exemple qui a son appli mobile, Ouais. Club je crois. Si c'est Ubisoft exactement. Ouais c'est Ubisoft. Il y a une évolution un peu sur la contribution à tout ce qui est Horizon, de la part d'Ubisoft. On va dire, d'après ce que j'ai compris, Ubisoft, il y a eu un talk, un React Europe ou je sais pas où, un React, vous faites React Ubisoft, vous avez trouvé. Et en fait, ils étaient un petit peu en mode plutôt découverte. Là, il y en a un en fait, je dis ça, mais il y a un gars c'est lui qui a mis à jour le template React Native pour le nouveau branding. Donc peut-être qu'on va en avoir là, ça va peut-être finir par arriver. Hein. Parce que bon, c'est vrai que là, on est quand même à early stage quoi. Ouais, c'est ça, c'est encore tôt. Moi, je pense que d'ici 1 ou 2 ans, ça sera déjà bien mieux, mais ça va venir, je pense. Ça va venir. Après, c'était un peu aussi le but de ça, c'est de faire un truc plus accessible parce que les bindings qu'il y avait avant, des fois, c'était un peu. Ouais, c'est la galère, c'est sûr que c'est la galère. Ça va arriver du coup. Pour finir, ça va arriver. Là, on va faire un truc plus simple, plus accessible. Une dernière pour la route. Ouais, si on veut. Parce que du coup, si on veut faire directement du ReasonML, c'est toujours possible. Bien sûr. Du coup, tu peux même compiler du ReasonML en natif. Faire des trucs en binaire qui vont très vite. Et WebAssembly. Peut-être. Mais du coup, si on veut faire communiquer un client et un serveur, est-ce qu'il y a des choses pour les interfaces entre les deux qui existent? Du JSON. Non, typé. Oui, mais justement, j'en viens en fait. Je vais essayer à pouvoir ta réaction. Quand tu manipules du coup du JSON en Reason, tu es obligé de décrire le type du JSON attendu. Tu es obligé de lui dire mon type c'est ça. Une plus belle période de SOAP. Voilà. Et idéalement, tu dis ça c'est une option, ça c'est machin. Si vous faites par exemple du GraphQL, GraphQL il y a un PPX. Donc les PPX en gros c'est rien à voir avec PowerPoint. On va dire pour faire simple, c'est un plugin au Camel ReasonML. Et du coup, vous pouvez aller ajouter des annotations
je vais revenir, je crois, sur. Est-ce que j'ai un exemple par là? Je sais pas si j'ai même pas mis un exemple de code en fait. Le mec trop honteux. Ouais, donc ça c'est pas bon. Ici, vous avez ceci. Là, le petit crochet arrobase. Dès que vous voyez un crochet arrobase, vous avez affaire à quelque chose qui s'appelle un PPX. En gros, je sais même pas ce que ça veut dire PPX et je m'en fous. Mais je sais que c'est un plugin. Et du coup, ça c'est un plugin qui en fait prend votre code et transforme la partie déclaration avec les parenthèses et tout. Il va faire un truc qui va s'appeler make props pour valider les props et tout. Et du coup là, ils ont utilisé ça pour simplifier l'accès. Et donc il y a un PPX GraphQL et qui lui permet, quand on le met, de se brancher sur le schéma. Et en fait, quand on écrit les queries GraphQL, il va générer derrière tout le type avec des options partout parce qu'il part du principe que ton GraphQL il peut dire ce qu'il veut, peut-être tu as des options, etc. Et du coup, il va te générer tout automatiquement. Et pendant que tu es en train de taper ta query, pareil, là, il va te valider ou t'invalider. Il va te dire. Et ça, c'est ultra cool. Vous avez donc ReasonML Apollo, qui permet d'utiliser du coup GraphQL dans une app React Native, c'est super cool. Et si vous faites du JSON, bah, du coup, soit on écrit les types, et ça c'est moins rigolo. Et il y a encore moins drôle, c'est de faire du décodage et de dire bah, je vais transformer ça en structure de données du langage natif, des variants, des choses comme ça. Et du coup, vous allez être obligé de parcourir le JSON. Bon, là, c'est une horreur à coder. Il y a un truc qui s'appelle BS-JSON qui est pas mal. Mais voilà, j'ai pas trop mieux aujourd'hui. Avec mon expérience confrontée au front, qui est tombé sur le front, je dis juste que le PPX, ça peut être une bonne idée selon. Oui, après décompresser du JSON dans des data structures, ça se fait aussi, mais il faut s'entraîner un peu. Ouais, c'est ça, c'est pas rigolo du tout, ça se fait. La notion est passée, c'est ça, c'est pas drôle, mais ça fonctionne très bien. Et après, on a quelque chose, on se dit, ok, quand on fait l'analyse du JSON, il va péter à tous les endroits où le JSON pourrait péter au runtime. Et du coup, vous êtes obligé de dire, ok, là j'ai un int, mais du coup, si j'ai pas un int, je fais quoi? Et vous pouvez même dire, ok, et du coup, si ça crache, je fais quoi? Etc. D'ailleurs, je pourrais vous montrer un bout de. J'ai un bout en fait dans le site pour pas vous faire peur. Et c'est ça. Ben, j'ai un truc qui convertit du Markdown en JSON et si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est en fait ici j'ai une partie là qui est très très relou. Là j'ai un truc très bête, j'ai des fichiers où j'ai un fichier JSON où j'ai un nom de fichier, un ID, un titre, j'ai un ou deux liens, un booléen. Et là juste pour le nom de fichier, je suis obligé d'écrire tout ça pour dire soit j'ai la propriété, soit je l'ai même pas. Et si je l'ai, je veux une string et si je l'ai pas, je pète. Et j'ai ça pour tous mes champs, ID, title, etc. Là j'avais pas grand chose donc j'ai fait ça parce qu'au final j'avais ça comme champ. Mais là du coup quand je suis dans mon ReasonML, je sais que j'ai un truc safe et j'ai pas un truc qui risque de me péter à la gueule parce que le JSON on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment l'idée. En fait l'expérience que vous allez avoir quand vous allez écrire du ReasonML, c'est au début c'est plus long. Vous allez être là, juste avant d'avoir un hello world, ça va être oh là là, putain faut que j'écrive tout ça et tout. Mais après vous allez compiler, vous allez faire oh ça marche. Vous allez être limite blasé parce que ça marche. Et vous allez faire je vais modifier ça, putain c'est plus long que du JS. Vous allez l'exécuter, oh ça marche. Oh il n'y a pas de bug alors, mince. Niveau testing, il y a un ça sert à quoi de faire des tests quand on a un langage anticipé? Tu veux une liste plus alphabétique? Non, en vrai, c'est une blague que un des mecs qui maintient React Reason a fait, Chenglu, et il a dit en fait les tests. Moi, je fais des tests plus orientés fonctionnels. Les tests unitaires, ça a tendance à. Le problème du test que je trouve, je fais une petite parenthèse, c'est que on tombe rapidement dans le. En fait, on teste ce qu'on a voulu tester. Et je me rappelle de quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, dans une entreprise dont je ne citerai pas le nom,
qui en avaient particulièrement marre de voir des gens qui écrivaient des tests sur des composants React et qui faisaient des tests du genre ah ben je vais valider que le composant React il a les 3 classes CSS que je lui ai passées. T'as vu, j'ai fait des tests. Il y a 3 classes name. Ouais c'est bon ils y sont. Nickel. Et les mecs ils passent leur temps à écrire des tests autant de code. où il y a un moment tu dis attends tu testes quoi là? Tu testes je sais pas, qu'est-ce que tu testes? Moi les tests ça m'a un peu saoulé. Du coup quand je fais des tests, je fais des tests vraiment fonctionnels où par exemple je vais prendre un truc comme en React Native j'utilise Detox qui va aller piloter l'appli, qui va aller appuyer comme un mec, hop, il va aller rentrer du texte sur le clavier, tac tac tac. C'est long, mais c'est beaucoup plus, je trouve, pertinent pour vérifier que la fin de ta couche est bonne que d'aller vérifier que ta fonction fait bien exactement ce qu'elle a dit et qu'elle sort bien un int. Parce que là, déjà en fait, quand tu fais du typage, souvent, tu as moins la sensation d'avoir besoin de test parce que tu te sens beaucoup plus serein. Moi aujourd'hui là, je suis retourné sur une code base JavaScript. Il y a Flow, mais je suis pas bien. J'ai peur. Ah mais ça va fortir. Je sais pas si j'ai trop répondu à ta question, mais après, si je vais répondre à ta question parce qu'en fait j'avais quand même la réponse. Il y a BSJest par exemple. Donc tu compiles ton code, tu utilises BSJest et en fait tu fais du jest en mode ReasonML et du coup ça se compile nickel. Le fait d'avoir la même unité d'épée partout, là, si j'ai bien compris, ça va peut-être permettre de faire des tests vraiment de rendering et de vue qui soient peut-être un peu plus faciles. Bah non, parce que derrière, en fait, nous, le DP, qu'est-ce qu'on en fait? On le transforme en JavaScript et on dit bah, c'est une string. Après, de toute façon, moi je dirais les tests, si tu as des tests à faire web ou machin de rendering, bah, tu utilises Computer pour du web où tu vas piloter un navigateur et là tu vas vraiment faire ce que le mec il fait. Oui. Et là, si tu as un vrai crash, tu vas le vérifier. Je me rappelle d'un moment où j'avais fait un truc sur un gros site, il y avait beaucoup de trafic et on avait changé, c'était à l'époque des sites, des comparateurs de prix, juste avant que Google il fasse allez, vous salut. Et du coup on avait des boutons de tracking et on avait mis une couche de JS sur le bouton et à un moment bah, j'ai pété la prod et le bouton en fait il marchait plus pour personne et tout, il n'y avait plus de tracking. Et en fait on s'en est rendu compte une demi-journée après quand il y a un de nous qui a fait ah les gars ça marche plus. Et donc en fait on avait perdu grave de thunes sur une demi-journée quand même, je me suis bien fait engueuler. Et du coup après j'ai mis en place des tests, mais pas des tests qui vérifient que mon JS il fait ce qu'il est censé décider, que moi j'ai décidé de dire qu'il faisait, parce que souvent les tests ils sont un peu biaisés par ce qu'on pense à tester. Et du coup on a fait un truc qui allait cliquer dans le navigateur et là on a envie de sécuriser pour les décideurs. Donc Detox ou Computer. D'autres questions? Ok, bah écoutez, merci à vous. Si vous avez des questions, aussi je le dis, pour ce projet-là, on a un Discord. Bon, il est en anglais, mais en vrai, si vous voulez me parler dessus en français, moi je comprendrai. Je suis pas là, on va pas faire la rageux. Puis sinon, mes Twitter, mes DM Twitter, ils sont ouverts. Ils avaient même mon numéro de téléphone sur mon site si vous avez envie. C'est cool. Voilà. Bon, ben, on va aller boire un coup. Quelqu'un connaît un coin par là? C'est facilement. Allez. Je connais pas trop les mineurs.